Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Et d'ailleurs, je vais faire une petite remarque pour commencer. La semaine dernière, on a parlé de choses un petit peu difficiles. Et je trouve que vous avez tous été très durs, enfin souvent, certains d'entre vous, pas tous, il y a quelques-uns qui étaient d'accord, mais avec mon ami Léonard ici, qui d'abord n'est pas un journaliste professionnel, est un jeune en troisième année de droit, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et qui est bien gentil de venir nous aider. Et en plus, je vais vous dire un truc quand même tout à fait surprenant, c'est qu'il a le droit d'avoir ses idées. Et il a deux choses dans ses émissions, c'est que d'abord, il peut faire l'âne pour avoir du son, selon la vieille expression, c'est-à-dire qu'il peut dire des choses auxquelles il ne croit pas simplement pour que je me mette à grimper au rideau, ce qui est parfaitement normal. Et la deuxième, c'est qu'il a le droit d'avoir des opinions et de les défendre, et que dans un monde libéral que je souhaite de tout mon cœur, les gens peuvent avoir des opinions et les exprimer sans qu'ils soient pour ça traités de tous les noms. Donc, un petit peu d'indulgence pour Léonard, qui n'en a pas besoin, qui fait très bien son boulot, et c'est tout ce qu'on lui demande. Je vous remercie pour ces propos liminaires. Après, c'est vrai que je pense que les gens n'avaient peut-être pas cerné le sens de ma démarche. C'est-à-dire que on le dit pas tout le temps, mais c'est vrai que c'est moi qui choisis les sujets. Oui. Parfois, je sais que je choisis des sujets et je sais en avance que je vais me faire massacrer dans les commentaires. Ça me dérange pas énormément, mais c'est vrai que à la limite, ce qui me dérange, c'est peut-être qu'on comprenne pas ma démarche. C'est-à-dire que justement, ma démarche quand je voulais parler de ce sujet-là la semaine dernière, c'était précisément une démarche positive dans le fait de dire aujourd'hui, on peut en parler plus calmement qu'auparavant. Auparavant, il était absolument impossible de remettre en question l'efficacité potentielle des vaccins. Sinon, les émissions étaient coupées, alors. Voilà, exactement. Et en plus, oui, sur YouTube, on peut pas tout dire aussi, donc c'est parfois un peu compliqué de l'évoquer. On peut être dans une fenêtre parfois un peu réduite pour en discuter. Donc voilà, je voulais simplement dire que aujourd'hui, on peut davantage en parler, que c'est une bonne chose parce que ça permet justement de dépassionner un peu le débat, de décloisonner le débat, et donc d'avoir davantage recours en fait à la vérité, parce qu'auparavant on était il y avait une frange qui était complètement pro-vax, c'était génial, etc. Et une frange beaucoup plus anti-vax, ce qui n'était pas forcément toujours une bonne chose. Et je dis, voilà, il y a du vrai d'un côté, il y a du vrai de l'autre. Et l'essentiel, c'est essayer d'arriver justement à la vérité. Et pour accéder à la vérité, il ne faut pas être trop passionné par le sujet dont on parle. Sinon, c'est très compliqué d'admettre qu'on peut avoir tort sur telle ou telle chose. Or, je pense que personne, même dans la section commentaires, ne pense avoir raison sur 100% des choses. Voilà. À part moi. Mais vous avez le droit. C'est la seule personne. Mais voilà, moi aussi je me trompe sur un tas de trucs. Et d'ailleurs, je suis très content quand je me rends compte d'une de mes erreurs, parce que je me dis, j'ai fait un pas de plus vers probablement la vérité. On apprend que par ses erreurs, c'est bien connu. Voilà, donc je suis très content parfois d'apprendre que j'ai eu tort sur telle ou telle chose, parce que je me dis, c'est que donc aujourd'hui je sais davantage qu'auparavant. Voilà pour ce petit débat au départ. L'Occident, je cite Vladimir Poutine pour bien commencer, l'Occident déclare que la perversion, y compris la pédophilie, est la norme de vie. Je coupe le débat et je continue le discours et je continue plus tard. Les élites occidentales deviennent folles, des millions de personnes dans ces pays se rendent compte qu'elles sont conduites vers une catastrophe spirituelle. C'est ce que disait donc Vladimir Poutine dans son discours du 21 février, donc il y a 2 jours au moment où on enregistre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Est-ce qu'il y a un petit peu de vrai ? Est-ce qu'il n'exagère pas aussi un peu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une question qui est extrêmement intéressante. Et je vais essayer d'y répondre, pas en bottant en touche, mais un petit peu quand même, parce que il y a une philosophe française que j'aime beaucoup qui s'appelle Chantal Delsol, qui a écrit des livres tout à fait remarquables. Et dans un de ses livres, elle fait remarquer quelque chose qui m'a profondément frappé. Elle dit, dans le fond, au XXe siècle, il y a eu 2 totalitarismes abominables. Le totalitarisme
nazi et le totalitarisme communiste. Et elle dit, ce qui est très étonnant, et le totalitarisme communiste a fait sans doute plus de morts que le totalitarisme nazi, parce qu'ils ont été au pouvoir plus longtemps et dans plus de pays. Et pourtant, dans la société des gens normaux, intelligents, la condamnation n'est pas la même. Donc, c'est pas l'horreur qui amène la condamnation. C'est qu'il y a un autre facteur qui fait qu'on trouve des excuses au totalitarisme communiste. Et ça, dit-elle... Petit coucou d'Emmanuel. Petit coucou d'Emmanuel. Et ça, dit-elle, c'est un simple fait, c'est que le totalitarisme allemand, nazi, essayait de s'ancrer dans le passé d'une espèce d'Allemagne mythique. Tandis que le totalitarisme communiste s'inscrit dans le mouvement qui a commencé avec les Lumières, qui est de changer l'homme, d'arriver à un homme nouveau. Et donc, ce que dit Poutine toute la journée, c'est que lui, il s'inscrit dans l'histoire de la Russie. Et il dit, il y a un peuple russe, il y a une spiritualité russe, il y a toute une série de choses. Donc, il s'inscrit dans un mouvement historique. Oui, tout à fait. Il représente quelque chose et il pense que ce quelque chose doit rester. À quoi servirait le monde s'il n'y avait plus la Russie? D'ailleurs, il ajoute dans son discours, il affirme que la Russie se bat en Ukraine pour ses terres historiques, pour ses intérêts, pour ses habitants, sa culture et sa langue. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a toute une partie de l'Ukraine qui est russe, qui était tombée dans un pays qui s'appelait l'Ukraine, mais qui n'avait rien à voir avec l'Ukraine, qui était russe au départ. Enfin, tout ce qui est Donetsk, Donbass, etc., c'était russe. Donc, il considère qu'il fait partie de la famille russe. Bon. Et donc, chez nous maintenant, depuis tout le monde intellectuel, depuis la Révolution française, cherche à créer un homme nouveau. Et si vous tuez des tas de gens en essayant de créer un homme nouveau, parce que dans le fond, le créateur a raté son coup, l'homme, c'est pas bien du tout. Il aime son pays, il aime sa famille. Ou alors il a été perverti par la société, voilà, qui a été mal faite. En tout cas, il faut faire un homme nouveau qui n'a aucune attache, qui n'est rattaché à rien. Et donc, ce que dit Poutine, c'est qu'il condamne, une fois, comme beaucoup l'ont déjà fait dans l'histoire d'ailleurs, ce mouvement de cette espèce d'intelligence moderne, qui est purement prométhéen, qui est de dire on va transformer l'homme. Il dit il n'y a pas besoin de le transformer. Il a été sauvé par le Christ, donc il n'a pas besoin de le transformer. Il est très bien comme il est. Et donc c'est quand même un très 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 vieux débat. Et il faut bien se rendre compte que 90% des gens dans le monde, quand ils se réveillent le matin, ou quand ils se couchent le soir, la chose qu'ils font, c'est qu'ils font une prière. Et il y a donc 90% des gens dans le monde, tandis que nous, on allume BFM TV, quoi. Pour savoir ce qu'il faut penser. Et on peut pas s'empêcher de penser que si 90% des gens, depuis la nuit des temps, en se réveillant le matin, ils font une prière, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Et je suis stupéfait de voir l'absence d'intérêt de nos élites intellectuelles pour ces gens qui se réveillent en faisant une prière, quoi. Ça les intéresse pas. Ils pensent que ce sont des gros crétins. Donc il y a quand même quelque chose d'extraordinairement fondamental là-dedans, hein. C'est pas du tout, c'est que nous, on n'accepte pas l'homme tel qu'il a été fait, et on veut en faire autre chose. Et les tentatives jusqu'ici ont été plutôt lamentables. L'homme, c'est le meilleur et le pire, hein. La ligne du bien passe en nous. S'il n'y a pas des hommes bien et des hommes pas bien, il y a le mal qui passe en chacun d'entre nous, et le bien aussi d'ailleurs. Donc, je trouve cette tentative, comme on l'a très bien vu dans le film du Puy du Fou, là, les types, ils étaient persuadés que c'était bien de massacrer les Mandés. Hein. Oui, tout à fait. Mais c'était bien, c'est ce que leur recommandait la Convention, et qu'il fallait les massacrer, quoi. C'était une race. S'ils restaient sur Terre, la Terre serait moins bien, quoi. Effectivement, c'est ce qui a fait que, justement, pendant le XXe siècle, autant de gens étaient conscients des massacres qui étaient effectués dans les pays communistes, mais ne voulaient pas en parler parce que, en fait, ça entravait derrière la quête du bien. La quête de changement d'homme, c'est-à-dire le moyen, si on arrive derrière au but ça du bien. Ça désespérait Billancourt, disait ça. Oui, c'est ça, exactement. Ça désespérait. Ben oui, mais c'est-à-dire que cette façon de vouloir un homme différent de celui que la nature nous a fait, c'est quand même
c'est toujours ça qui amène aux camps de concentration et au massacre, quoi. Mhm. Donc voilà, pour moi, la réponse à cette question, c'est Poutine s'inscrit dans une histoire et tous ces gens refusent l'histoire. Donc, ils refusent les enseignements de l'histoire, c'est-à-dire que la pédophilie, il y a toute une série de choses qui, dans la plupart des sociétés, sont considérées, mettons, avec un œil plutôt réprobateur. Mais à partir du moment où les autres le considèrent comme réprobateur, nous, on a tendance à dire que c'est un progrès si on le permet. Ça se discute. Oui, bien sûr, oui. Oui, ça se discute largement, oui. Voilà, Oui, ça oui. se discute. C'est clair. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est... alors, évidemment, je vais pas aller contre Vladimir Poutine quand il pense que l'Occident est dans une forme de décadence. Il parle de catastrophe spirituelle. Je vais pas le contredire là-dessus. Après, je me dis, le problème, c'est que la Russie aussi fait partie de cette ère qui est un peu en décadence, c'est-à-dire si on regarde par exemple que ce soit le taux de suicide ou Le taux de suicide s'est effondré en Russie. alors tout à fait il s'effondre, mais il est quand même élevé. Il avait atteint des niveaux extraordinaires. Mais par exemple, une autre, il y a une certaine reprise, oui, mais il y a une certaine reprise de la natalité en Russie qui semble indiquer que quelque chose se passe plutôt bien. Mais par exemple, comme vous parlez de catastrophe, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, je crois aux États-Unis, où on a les statistiques, on les a jamais ailleurs, mais parce que je sais pas pourquoi, 51% des femmes arrivées à 30 ans n'ont pas d'enfants. Oui, c'est la première fois c'est la première fois que ça soit jamais arrivé. Oui. C'est que ça. Donc, encore une fois, on trouve cette espèce de dérive vers ce que j'appelle la civilisation de la mort. Aujourd'hui, le Parlement français vient de voter la légalisation de l'euthanasie. Bon, la semaine dernière, on mettait l'avortement dans la Constitution. Et donc, vous voyez, toutes les décisions sont pour favoriser la mort sur la vie. Il y a eu cette chose aussi que j'ai trouvée absolument hallucinante, surtout dans une démocratie, enfin ça ne devrait pas exister dans une démocratie. Il y a eu cette espèce de consultation citoyenne, alors évidemment la plus obscure possible parce qu'on ne sait pas comment les gens ont été sélectionnés, enfin bref. C'est sûr, on sait. Consultation citoyenne qui qui était en majorité favorable à la légalisation de l'euthanasie, y compris sur les mineurs. Je trouve ça absolument fantastique. Mais je sais pas si vous avez vu ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, en Espagne, on vient de faire passer une législation pour permettre aux enfants mineurs, sans l'avis de leurs parents, de changer chirurgicalement leur sexe. Mais c'est un truc aussi, c'est un refus de la réalité, c'est-à-dire que vous êtes né garçon, bon, vous pouvez être très malheureux, je veux pas discuter, c'est pas l'objet. Mais qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans, allez, je vais vous dire un truc idiot, mais que jusqu'à 10-11 ans, j'arrive à ma puberté, vers 13 ans, je sais pas quel âge, les histoires de garçons et de filles, le sexe, ça m'intéressait pas des masses, hein. J'étais bien tranquille dans mon coin, je jouais au foot, au tennis, et puis je me mettais des claques avec les autres garçons, puis voilà. Quoi, oui. C'était pas l'autre sexe. Le sexe, c'était pas ce qui m'intéressait. Puis que la première fois, on me racontait comment ça se passait entre un homme et une femme, j'ai cru que c'était une blague. Oui, ou à défaut, en tout cas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est histoire ? On peut considérer que c'est un truc de grand, quoi. Mais par exemple, c'est marrant ce deux poids deux mesures, parce qu'on admet dans la plupart des pays, évidemment, que, par exemple, un adolescent de 14 ans ne peut pas donner son véritable consentement pour avoir des relations sexuelles. Bon, évidemment. Mais en même temps, à 5 ans, il peut demander à changer. Voilà, c'est tout à fait justifié. Mais derrière, on va nous dire, oui, mais à 5 ans, s'il veut décider de changer, ce qui, je le rappelle, ne peut pas derrière être... ne peut pas s'annuler quand on prend des hormones derrière pour devenir de l'autre sexe. On ne peut pas rechanger derrière. Et ça, on admet totalement le fait de donner des hormones à des adolescents. Ces tentatives de changement de sexe, il y a des groupes pharmaceutiques très très puissants, parce qu'une fois qu'un quelqu'un a changé de sexe comme ça, il va falloir qu'il prenne des hormones toute sa vie. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est des centaines de milliers d'euros qui vont dans l'écart des sociétés pharmaceutiques. Donc on a vu à quel point les sociétés pharmaceutiques cherchaient le bien commun au moment du Covid. Mais enfin, il y a peut-être des limites à la façon dont il faut manipuler la société pour les profits des sociétés pharmaceutiques. Peut-être toucher aux enfants, c'est peut-être pas...
quelque chose qui est particulièrement intelligent. Enfin, je sais pas, moi, il y a des choses comme ça qui me paraissent. Donc, cette espèce de mouvement d'une fuite en avant vers tout ce qui était avant, c'était mal, et maintenant, tout ce qui était interdit avant, c'était mal, et maintenant, on va le permettre, donc ça va être bien. Ça me paraît un dévoiement de la pensée extraordinaire. Oui, et je trouve il y a une forme d'ego de l'époque. C'est-à-dire, c'est ça. Voilà, on a notre civilisation a réprouvé ça pendant 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, voire plus. Mais aujourd'hui, on le permet, donc nous sommes supérieurs infiniment à nos ancêtres. Alors on qu'on permet y de faire des réfléchit saloperies, c'est pas une amélioration. Oui. Donc oui, c'est extrêmement curieux. Et d'ailleurs, ce qui je trouve est quelque part positif, c'est que les pays qui ont été le plus en avance là-dessus, notamment sur les transitions de genre de mineurs, c'est aujourd'hui ceux qui ont le plus de problèmes avec ça et qui font fermer des cliniques de transition, parce que ces cliniques se retrouvent avec des procès de la part de ces gens-là qui deviennent derrière adultes et se disent mais en fait j'ai été complètement berné, c'était pas du tout ça mon problème. C'est une mutilation. C'est une mutilation. Et en principe, la seule dans la loi française en tout cas, personne ne peut se mutiler et personne ne peut gagner de l'argent sur une mutilation. Et ce qui est encore plus affreux, c'est que comme ces mutilations sont, comme vous l'avez dit fort bien, irrattrapables, le seul qui, à la limite, peut l'accepter, cette mutilation, c'est un adulte conscient de ce qu'il fait et qui sera responsable. Mais un enfant de 5 ans ou 7 ans, qu'est-ce qu'il peut savoir ce que ça veut dire dans la vie d'être un homme ou d'être une femme? Il n'en sait rien. Ou 10 ans, 12 ans, il n'en sait rien. Donc c'est tout simplement une abomination. Et d'ailleurs, on observe ça très bien. Par exemple, il y a des effets de mode qui sont tellement précis et vérifiables qui peuvent se vérifier au lycée près, au collège près. C'est-à-dire, d'un coup, alors vous avez plusieurs collèges dans la région et il y en a un où d'un coup vous allez avoir dans le même mois 10 ados qui vont vous demander un changement de sexe. Mais évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement spontané et qui pour eux est une mode, ça veut dire faire partie d'un groupe, etc. Évidemment c'est pas réfléchi et derrière on les charcute et ils se rendent compte plus tard que c'était pas ça leur problème. Et on a très bien vu pour les suicides d'adolescents, c'est qu'en effet c'est horrible, mais il y a des modes de suicide d'adolescents dans certains collèges à un moment, pouf. Il y a eu des cas célèbres au 17e ou au 18e dans les couvents où il y avait justement des périodes de tout le monde rentrait en transe en même temps. Enfin, bon, ben voilà, il y a des trucs qui sont un peu curieux, mais pas... Voilà. Mais donc, en d'autres termes, on arrive à la fin de cette folie. En tout cas, dans les pays qui ont le plus d'expérience sur ce genre de folie, c'est là où justement on a aujourd'hui une prise de conscience, que ce soit la Suède, le Danemark, des pays comme ça, surtout scandinaves, qui ont été très en avance dès les années 70-80 sur les transitions du coup biologiques, coupe, on charcute. C'est là où il y a le plus de cliniques qui ferment, justement. Donc, au moins ça veut dire que là-bas ils redeviennent raisonnables. Ouais, donc peut-être qu'en Espagne ce sera dans 30 ans. Ça ouvre comme des fous en Californie et au Canada. Ouais, mais j'imagine qu'on aura aussi des répercussions là-dessus. Et il y a des mouvements, notamment aux États-Unis, qui se lèvent un peu pour dire voilà, bah moi aussi on m'a fait croire adolescent que c'était ça mon problème. Surtout qu'il y a aussi un lobby, pas seulement pharmaceutique, mais aussi des psychologues. Le psychologue n'a ça pas... fait des clients pour 50 ans, une fois. Voilà, évidemment. Il voit une jeune adolescente ou un jeune ado qui se dit je me sens plus femme, etc. Alors là, il se dit, 16 ans, j'étais pas bien dans ma peau. Jackpot. Il se dit, alors lui, on en a pour 100 sessions, c'est bon, il va me faire mon année, quoi. Donc évidemment, c'est un business. Et en plus de ça, si lui, il vous dit, oui, voilà, je me sens pas forcément dans le bon sexe, enfin, je me sens pas bien dans mon corps, et que vous allez contre son opinion, bah vous allez vous faire traiter de transphobe, qui aujourd'hui, on le voit avec J.K. Rowling, est un des pires crimes apparemment envisageables dans toute l'humanité, quoi. Ah oui. Bah oui, mais... Donc voilà, pour ça, j'en profite d'ailleurs, je voulais aborder ce sujet un petit peu plus tard, mais justement on a parlé un peu de l'Espagne. L'Espagne aussi cette semaine admet l'autodétermination de genre.
Alors, l'autodétermination de genre, ça veut dire que concrètement, vous avez le droit d'aller voir l'officier d'état civil pour lui dire... Alors, moi par exemple, je pourrais aller le voir sans avoir pris d'hormones, sans m'être fait charcuter, et je pourrais lui dire, voilà, avec mes 80 kilos, ou même 85 kilos et ma barbe, oui, mais en fait, je suis une femme, et faut que tu me changes ça à l'état civil. Et du coup, l'officier d'état civil espagnol est obligé aujourd'hui d'accepter ça. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on doit encore prouver d'une manière ou d'une autre que on se comporte comme le sexe opposé. On avait des études, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on demandait aussi à l'entourage si c'était bien le cas. On demandait aussi... C'est difficile de faire changer l'état civil en France. En général, il y a toute une série de garde-fous parce que il y a des gens qui veulent s'appeler Napoléon et tout ça, donc il faut faire gaffe, quoi. Oui, ce qui est d'ailleurs interdit en France, oui. Non, et puis déjà faire changer, faire renouveler ses papiers d'identité, c'est déjà un parcours du combattant. Alors changer d'état civil, ça doit être encore plus dur. Mais voilà, en Espagne maintenant, c'est sur simple déclaration. Voilà, vous déclarez je suis une femme, je suis un homme. On a le droit de changer plusieurs fois ? Bah, j'imagine, oui, parce que... C'est une déclaration, je sais pas. Non, mais tout ça, ça veut dire qu'on arrive dans un monde dont on a souvent parlé ici. Et Dieu sait qu'on en a parlé, c'est que dans le fond, il y a toute une série de gens qui pensent que leurs désirs sont des réalités. Ils ne font plus la différence entre les faits et leurs désirs. Et donc, si vous voulez, ça, c'est... oui, moi, par exemple, je trouve qu'on devrait m'appeler Sire, et puis me parler à la troisième personne. Oui. Parce que, finalement, je suis vraiment une personne tout à fait éminente, et je supporte pas que les autres me considèrent leur égal, quoi. Je veux dire, je suis quand même très supérieur. Donc, il me semblerait, pour éviter de me vexer, il me semblerait une bonne chose que vous m'adressiez la parole à la troisième période. Est-ce que votre majesté accepterait d'aller fumer une clope avec moi dehors? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même toute une série de choses qui me paraissent extrêmement importantes. Mais donc, je sais pas, mais si les désirs sont des réalités, le monde va devenir compliqué. Hein. Oui, c'est une espèce je veux vivre au Ritz toute ma vie, mais je pense que je ferais un honneur au Ritz en allant vivre chez eux, et donc je vois pas pourquoi je devrais payer, quoi. Oui, je m'identifie comme riche. je m'identifie comme riche, et d'ailleurs j'en ai tout l'aspect, l'abondance. Le côté prospère. Donc, tout ça, je trouve que, dans le fond, on ne me considère pas avec assez de respect, quoi. Je trouve Ouais. Mais d'ailleurs, je me pose la question de pourquoi ça ne s'est pas encore plus généralisé, mais je me dis, quelles sont les raisons philosophiques qui font qu'on peut se revendiquer de l'autre sexe que celui dont on est né, enfin celui qui est inscrit sur nos chromosomes et ce qui est immuable, même la science on n'a pas les mêmes chromosomes, ne peut pas changer, voilà. Mais qu'est-ce qui nous permet de changer de sexe qui derrière ne nous permet pas de changer d'âge ou même de changer d'ethnie, de dire je m'identifie comme noir et je m'identifie comme une petite fille de 5 ans ou comme un monsieur de 55 ans. Oui, c'est une bonne question. Il y avait, ça, on voit pas du tout pourquoi. D'ailleurs, il y avait une des filles qui menait le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, etc., qui était brune avec les cheveux frisés, qui disait qu'elle était noire. Et puis, oui, ça. Et puis hop, on a découvert qu'elle n'était pas du tout, quoi, qu'elle était juste. Voilà, c'est comme cette candidate à la présidence des États-Unis, la sénateur Warren, là, qui avait décidé qu'elle était indienne, ce qui lui a permis d'aller à Harvard, etc., puisqu'elle avait été indienne, mais elle avait beaucoup moins de chromosomes indiens que n'importe qui d'autre aux États-Unis. Donc elle n'était pas du tout indienne. Mais par contre, elle se sentait fondamentalement indienne parce que ça lui permettait d'aller à Harvard et de faire une carrière ensuite, quoi. Le quota ethnique. Mais d'ailleurs, Trump l'appelait Pocahontas, c'était très drôle. Il avait le nom pour trouver des noms, celui-là. Ouais. Non, mais donc, c'est quand même extraordinaire, parce que si on y réfléchit une seconde, donc si on me force à appeler quelqu'un madame, alors que c'est à l'évidence un monsieur, allez-vous par exemple,
et que la dame, on me force à m'appeler madame. Parce que sans ça, vous allez être vexé. Mais on peut plus avoir de conversation. On peut plus avoir... Parce que le dialogue, le débat, c'est un endroit où vous risquez de vexer des gens. Si vous parlez à une personne, vous pouvez essayer de pas la vexer. Si on a 2, ça devient difficile. Si on a 30, ça devient impossible. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus dire que des choses complètement banales, du style « il fait beau », ce chien est rigolo, vous voyez ce que je veux dire, mais on peut plus parler d'une idée. Les idées, par définition, ça heurte. Ça fait mal. Ouais. Ah bah tiens, celle-là, on peut plus faire de l'humour. Je sais pas si vous remarquez à quel point ces gens-là n'ont pas d'humour. On peut plus faire d'humour, mais on peut limite plus faire de phrases. Enfin, ça me rappelle ce célèbre extrait sur une émission d'Arrêt sur Image, ça devait être en 2016 ou 2017, où vous savez, vous avez un type qui dit « Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ?» Évidemment, le gars était barbu et tout. Donc évidemment, si on peut plus parler d'un homme quand on voit un homme, si on peut plus parler d'un chien quand on voit un chien, parce qu'aujourd'hui la question justement de la fluidité des identités, comme nous disent les dommage, je woke, prendrais pour un chat. Voilà, mais ça ne s'arrête pas juste à la question homme-femme, ça va au-delà même de la question humaine. Il y en a qui s'identifient comme des aliens, ce qu'on appelle les xénogenres. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Il y en a qui peuvent s'identifier comme des tractopelles. La race serpent, je sais pas quoi, il y a des gens qui vivent parmi nous qui sont des serpents. Non, mais je veux dire, à ce moment-là, ça veut dire que si j'ose dire, comme on dit en anglais, les fous ont pris le contrôle de l'asile. Aujourd'hui, on est dans un monde où les fous ont pris le contrôle de l'asile et nous expliquent que c'est nous qui sommes fous. Oui, tout à fait. Mais c'est bizarre, quoi. Tout à fait, effectivement, ils nous imposent des nouveaux codes, leurs pronoms, voilà, c'est très la mode aux États-Unis, ça vient de plus en plus en France aussi, voilà, faut pas... Mais la liberté de personne ne peut me forcer à utiliser des mots que je ne veux pas utiliser. La liberté de parler, c'est aussi la liberté d'utiliser mon vocabulaire sans que personne n'intervienne dedans. Sinon, à ce moment-là, c'est la tyrannie. Et ce n'est pas... on ne définit pas sa propre identité immuable par une volonté. Voilà, si ça posait problème monstrueux dans le sport féminin, parce que du coup, elle se trouve en train de lutter contre des types qui ont 1m82 et puis qui les ratatinent, mais on va leur faire mal. Hein. Évidemment, si vous mettez sur une équipe de rugby 15 types qui disent qu'ils sont des femmes contre 15 femmes, je vous assure, ça va pas être beau à voir. Hein. Ouais, il y a eu ça en natation avec un homme qui était 300e aux États-Unis, qui est premier féminin. Voilà, il battait tous les records en féminin, alors qu'il était même pas il avait aucun espoir d'être un jour aux Jeux Olympiques dans la catégorie homme, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Bref, voilà pour ce volet-là. Pour revenir un petit peu sur Poutine, la Russie, tout ça, il y a eu une interview de Jordan Bardella dans l'Opinion, dans lequel il montre un peu qu'il prend ses distances vis-à-vis de la Russie, de Poutine, qui a un angle que je trouve est tout à fait défendable, c'est-à-dire il dit en gros le coupable de l'invasion c'est la Russie, maintenant si on analyse les origines, l'OTAN est au moins en partie responsable de la situation qui a mené à cette invasion. C'était la vieille phrase de Montesquieu, celui qui fait la guerre est condamnable, mais celui qui force à faire la guerre l'est encore plus. Mais je trouve que c'est une position qui est plutôt raisonnable. Et il dit en gros il doit y avoir un retrait faut un cessez-le-feu et un retrait des troupes russes pour pouvoir engager une négociation de paix. Ça, il peut toujours se brosser, il n'aura jamais le retrait. Oui, pour une raison très simple, c'est que la Donetsk et le Donbass ont voté dans des référendums dont on peut discuter de la légitimité pour faire partie de la Russie. Donc maintenant, ils font partie du territoire russe. Donc, oui, ce serait admettre, en fait, un retrait en dehors de ces frontières-là, ce serait admettre finalement que ce n'est pas vraiment un territoire russe, quoi. Mais comme ils ont voté pour être russes, c'est pas possible, ça, il peut toujours se brosser. Même chose pour la Crimée, d'ailleurs. Oui, Crimée, ça me paraît encore plus inenvisageable. Bien sûr. Mais en dehors du fait qu'il ait raison ou tort, à la limite, c'est peut-être pas le sujet. Non, mais là, si vous voulez, la façon dont Poutine présente son truc, c'est une vraie lutte civilisationnelle, et encore une fois, je reviens au fait de cette prière du matin, je pense qu'il y a 90% de la population sur Terre qui pense qu'on est fou.
Et nous, on pense, comme toujours, comme on est les Blancs supérieurs, colonialistes, que c'est nous qui allons leur apprendre à devenir comme eux. Nous qui allons comme nous. Et cette idée que, dans le fond, il faut aller civiliser toutes ces populations là-bas, c'était l'idée de Jules Ferry et des colonialistes, qui étaient tous de gauche d'ailleurs, et que c'était le devoir de la France d'aller apprendre à tous ces gens-là comment vivre. Ouais, tout à fait. Et bien ça continue. Il n'y a pas de différence entre Jules Ferry et ces gars-là. Oui, en effet, moi aussi, je trouve un continuum. Alors, ça ne s'exprime pas de la même manière, parce que cette fois-ci, c'est plutôt faire venir les Africains à nous pour leur... Non, mais surtout, on leur dit, ben, écoutez, tous les trucs qu'on a autorisés maintenant, vous devez les autoriser aussi. Je vois, par exemple, la religion musulmane, qui est une religion qui est à la fois un code, une loi, enfin bref, c'est tout. C'est tout à la fois un mode de vie. L'avortement est puni de la peine de mort, quoi. Oui. Donc, si vous êtes musulman, vous dites, mais c'est pas possible. Mais c'est pour ça que pour moi, la gauche occidentale est en fait incapable, même c'est valable pour le centre aussi, enfin le macronisme, tout ça, est incapable de répondre à cette critique sur le fond qui est formulée par Vladimir Poutine. Parce que justement, elle y correspond parfaitement. Toute cette idéologie, libération, qui justement parlait de pédophilie dans les années 70 comme quelque chose de... désirable. Normalement un progrès. Tous ces gens-là, justement, incarnent ce dont parle Vladimir Poutine. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est que ce sont aussi les gens qui aiment énormément le tiers-mondisme et les pays du tiers-monde, alors que justement, cette critique que fait Vladimir Poutine envers l'Occident est aussi adressée en grande partie à ces pays du tiers-monde qui trouvent justement que l'Occident est moralement décadent et qui, justement, pour ce genre de motif, apprécient énormément Vladimir Poutine. On voit ça beaucoup dans les pays africains. Le fait que la gauche, qui aime pourtant énormément l'Afrique et les Africains, veuille comme ça imposer son magistère moral progressiste, en fait, ça les gonfle. Et ils trouvent ça complètement détestable et donc ça comment dire, leur idéologie ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont envie de faire derrière. Et justement, c'est pour ça que je trouve que, par exemple, un pays qui serait tout à fait amené à répondre positivement à ce genre de critiques, c'est la Pologne, qui pourtant est complètement dans l'OTAN, qui parfois est même un peu trop, et qui pourtant est un pays très catholique, qui alors là-bas l'avortement c'est complètement interdit, donc là pour le coup on n'est pas du tout dans une catastrophe spirituelle, même si j'imagine que le nombre de pratiquants doit être un petit peu en chute, mais enfin là ça ne correspond pas du tout à ce genre de critiques. En revanche, c'est vrai que les pays, on vient de parler de l'Espagne, alors là ça y va à fond, la Suède, le Danemark, ça y a été pendant un bon moment, ils sont en train globalement d'en revenir, la France aussi, on est là-dedans, on parlait justement de l'euthanasie des mineurs, etc. Enfin bref, c'est une critique que formule Vladimir Poutine, que selon moi seule la droite occidentale est capable en fait on en a parlé ici à plusieurs reprises, mais si vous voulez, puisqu'on est dans une civilisation de la mort et que ça n'a pas l'air d'aller très bien, puisqu'on fait plus d'enfants, enfin bref, la seule façon de s'en sortir, c'est par un changement justement d'éthique, c'est-à-dire que cette éthique républicaine et laïque qu'on nous a imposée, il faut la reconnaître pour ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est destructrice. Donc, il faut dire les choses et les nommer. Celui qui ne nomme pas les choses ajoute aux valeurs du monde. Au malheur du monde, disait Camus, et donc dire là, vous nous amenez à fond la caisse dans une impasse. Et donc accepter de redevenir spirituel. Il y a quelque chose comme ça qu'il faudra un jour accepter, de dire si on l'accepte pas, on disparaîtra. Mais c'est ce qui fait, selon moi, le succès de personnalités comme Giorgia Meloni, d'autres qu'on a vu. Ou Jordan Peterson, déjà comme ça, ils le disent tranquillement. Exactement, c'est qu'on voit bien, il y a
il y a une vraie polarisation en Occident. D'un côté, une jeunesse que je vois essayer de se reprendre en main avec justement des valeurs spirituelles qui appartenaient pas tellement à leurs parents, mais peut-être plus à leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents. Pareil, on voit deux phénomènes qui se conjuguent et qui sont pas du tout cohérents. En même temps, on a l'augmentation massive de l'obésité, que ce soit alors aux États-Unis, en France, en Occident de manière générale, et en même temps aussi l'augmentation de la fréquentation des salles de sport. Donc c'est génial, on a une partie de la population qui se dit bon, je m'en fiche de faire 40 kilos de plus que ce que je devrais faire, et une partie de la population qui se dit ah non, bah moi justement voilà, je vais prendre des compléments alimentaires, je vais aller à la salle et je vais probablement être le mec le plus musclé sur 150 générations, puisque auparavant on n'était pas du tout aussi musclé que ça, quoi. Non, bah, puis c'était du pipeau ces muscles, parce que moi j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, en particulier dans ma jeunesse. Bon, je joue au rugby, je joue au tennis, etc. Et les mecs qui jouent au rugby, au tennis, ils étaient bâtis comme des Apollons du verre. Ils étaient... moi, j'ai été battu par un type qui était numéro 3 sur terre battue au monde à l'époque, qui était un type qui s'appelait Alvarez, qui était colombien, qui avait des pieds en canard, des épaules comme ça. Et bon, sur la balle de match contre lui, il m'a lobé, j'ai smatché, et il a repris le smash de volley. Et il m'a dit, tu vois, petit, j'en avais encore sous le pied. Et donc, le type, il était nul, quoi. Il était international de football aussi. Mais vous le regardiez, vous aviez l'impression de voir Achille Zabata, quoi. Il marchait comme ça, et il était prodigieux en sport. Parce qu'il avait l'œil qui allait plus vite. Bon. Mais c'était pas un type qui faisait 1m80 avec des muscles, des trucs, des dorsaux, tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. Sur un terrain de rugby, ces gars-là, ils se font péter la gueule en 5 minutes, quoi. C'est très très nouveau, ça, effectivement. Cet aspect physique du muscle. Autrefois, on avait besoin d'un muscle pour aller mettre une claque dans la gueule du mec d'en face, mais on n'avait pas besoin de muscle pour se montrer sur une plage, quoi. C'était. Oui, c'est vrai, il suffit de regarder les vieilles émissions de sport. On voit que ce soit le tennis, le foot. Le foot, ils étaient tous taillés comme des flûtes. Ouais, les mecs étaient vraiment très très maigres. Et puis en plus, non seulement ils étaient maigres, mais enfin, ils couraient très très vite, mais ils n'étaient pas. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, il y a une espèce de. Il faut à la fois courir très très vite et être très musclé, très beau, très grand et tout, mais. Enfin, je sais pas. Tout ça, c'est la prédominance du visuel sur la réalité. Donc, il y a aussi l'image. Avec même si c'est un peu faux, parce que je veux dire, jamais dans l'histoire de l'humanité, les mecs ont vraiment genre soulevé des poids comme ça, fait des séries de 12 x 5, etc. Mais enfin, on faisait des travaux plus manuels, ce qui faisait qu'on était un peu plus musculeux, etc. Mais enfin, aujourd'hui, on va pas faire semblant de faire des travaux manuels, genre, je scie une fausse branche pour faire. Mais encore une fois, en jouant au rugby, moi, quand je jouais contre des paysans dans le Gascogne ou j'en sais rien, il y avait toujours des mecs justement qui étaient taillés, on savait pas trop comment, enfin qui n'étaient pas particulièrement costauds, mais quand il fallait mettre la main pour attraper le ballon, d'abord ils avaient des mains qui étaient à 4 fois la taille des miennes, ils rattrapaient le ballon d'une main, ce que j'ai jamais réussi à faire, moi il fallait toujours mettre les deux mains pour attraper ce putain de ballon, ils attrapaient d'une main, puis ils allaient mettre la main, ou moi j'allais pas mettre les pieds, quoi, c'était ou leur nez, enfin. Est-ce que les gros géorgiens qui cassent des noix avec leurs doigts, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est ça, c'est les mains, c'est un vrai outil. C'est hein. Pas humain, donc c'est des pinces, les trucs. C'était pince. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans l'aspect des gens. Mais après, avec justement la musculation, on essaye de rattraper ce qu'on a perdu. Le côté viril, oui. Voilà, auparavant, il y avait beaucoup plus de métiers manuels, et aujourd'hui, bon, bah, si vous travaillez dans le tertiaire, bah, en fait, si à côté de ça, vous faites pas de musculation, bah, vous avez peut-être pas des vrais muscles, mais entre guillemets, vous avez pas non plus vous avez pas non plus les faux si vous faites pas de musculation, quoi. C'est très curieux. Donc moi, je vis à titre personnel parce que j'en fais un peu, mais c'est vrai qu'il y a, on essaye de rattraper en fait ce qu'on avait perdu, et il y a une sorte justement, c'est presque spirituel, c'est-à-dire on essaye de reprendre un peu le contrôle de notre corps, ce que peut-être le progrès technique nous a fait perdre. Parce que c'est vrai que être assis dans un bureau 8 heures par jour, c'est pas non plus normal. Donc voilà, on essaye de contrebalancer ça un peu avec la muscu, même si c'est pas du tout la même chose qu'opérer des travaux manuels avant. Le mec lambda en l'an 1800, il est tout maigrichon, mais en même temps très musculeux, parce qu'il doit porter des brouettes toute la journée, quoi. C'est ça qui fait, quoi. Vous savez qui a inventé la brouette? Non, je sais pas du tout. Ah bah tiens, c'est rigolo ça, puisqu'on en parlait, c'est Pascal.
Ah ouais. C'est Pascal qui a inventé la brouette, qui a changé les travaux publics. Hein. Ah ouais. Ah la vache. C'est Pascal qui a inventé la brouette. C'est marrant parce qu'on aurait pu penser que depuis l'Antiquité, il y avait des gars qui avaient eu l'idée de mettre une roue devant avec deux trucs. Là. Ben non, pas du tout, c'est Pascal qui l'a inventé. C'est rigolo. D'accord. Voilà, je dis ça à tout hasard parce que ça vient de me traverser la tête. Mais enfin, voilà, c'est tout. D'accord. Donc, on avait la notion de chariot. On savait ce que c'était une espèce de gros bac. On connaissait la roue aussi. On n'avait pas eu l'idée d'associer les deux. Quoi. Non. D'accord, ok. Bon, intéressant. Bon, en tout cas, merci Pascal pour cette invention. Et le dernier sujet, donc non, pardon, je voulais revenir une petite seconde sur Bardella éventuellement. C'est que à défaut de savoir s'il a raison ou pas sur le retrait des troupes, sur les négociations, tout ça, est-ce que vous pensez qu'il a quand même raison d'une manière politiquement, stratégiquement, de se placer comme ça? Je suis pas homme politique, moi en France, je sais pas. J'ai pas d'opinion, si vous voulez. Il y a, enfin, c'est pas que j'ai pas d'opinion, c'est que je crois très fondamentalement que la responsabilité des États-Unis dans ce conflit est tout à fait éminente et qu'elle a commencé bien avant l'invasion d'il y a 1 an. Que ça fait à peu près des années, plus de 20 ans, que les États-Unis essayent de déclencher une guerre entre la Russie qu'ils ont tout fait, et l'Ukraine, et qu'ils ont tout fait pour ça. Et que la guerre dont on nous dit qu'elle a commencé à 1 an, avait commencé en 2014 avec la sécession du Donbass et du Donetsk, là, les deux. Donc, je trouve que c'est une analyse qui est beaucoup trop sommaire. Je conseillerais à M. Bardella d'aller lire un peu d'histoire sur l'histoire de l'Ukraine, de la Russie, sur ce qui s'est passé dans les années... au moment de la Révolution, de la famine qui a eu lieu à ce moment-là. Enfin bref, c'est une très très vieille histoire et très très compliquée. Et par exemple, il y a une ville je crois que c'est Kharkov, mais je suis pas sûr. Je suis désolé, je suis pas sûr, mais il y a une ville en Ukraine qui a changé 4 fois de nationalité dans les 100 dernières années. Ben, vous pouvez pas dire que ce sont des Ukrainiens forcenés ou j'en sais rien, parce qu'ils ont vu passer les Polonais, les Russes, les Ukrainiens, puis je sais pas quoi d'autre. Donc, arriver avec des solutions toutes faites, c'est automatiquement dire que l'un ou l'autre a raison. Or, la réalité dans des problèmes compliqués comme ça, c'est que si vous commencez à dire qu'il y en a un des deux qui a commencé la guerre, alors qu'elle dure depuis la nuit des temps, vous prenez parti. Et donc à ce moment-là, vous pouvez plus servir à quoi que ce soit. Dès que vous prenez parti, vous êtes foutu. Ce que disent les Chinois, c'est que pour comprendre quelqu'un, il faut mettre ses chaussures et marcher pendant 25 km avec. Parce qu'une fois qu'on a mis ses chaussures, on peut commencer à penser comme lui. Et puis 25 km, au moins, on est loin, donc on peut penser un peu plus librement. Et ça, c'est ce que faisaient les diplomates. Les diplomates, si vous voulez, la diplomatie, c'était le métier où on apprenait à mentir pour se mettre d'accord avec l'autre. Enfin, on lui faisait croire qu'on était d'accord avec lui, mais c'est très important. On revient à ce qu'on a dit au début. Cette capacité à comprendre ce que l'autre désire et quels sont ses... Or, ça fait... Depuis que l'Union soviétique est tombée, la Russie a demandé sans arrêt à ce que l'OTAN, les États-Unis avaient été d'accord au départ, ne se développe pas vers la Russie. Or, ils se sont développés. Tous les pays sont rentrés, jusqu'au moment où la Géorgie a demandé, sous la pression des États-Unis, à rentrer dans l'OTAN. Et la Russie est rentrée dans la Géorgie. Et pourquoi les États-Unis voulaient rentrer en Géorgie, l'OTAN? C'est parce qu'ils voulaient avoir des ports en mer Noire. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de ports en mer Noire? Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'ils ont à foutre d'avoir des ports en mer Noire? En attendant, ils se sont fait coincer par Poutine. Puis après, les États-Unis ont essayé de faire tomber Hafez el-Assad, qui a été sauvé par Poutine. Et puis ensuite, maintenant, ils rentrent en Ukraine. Maintenant, ils font la guerre en Ukraine. Donc, je recommanderais à M. Bardella de lire un tout petit peu d'histoire. Parce qu'à l'évidence, il n'y connaît rien. D'accord.
Donc sujet suivant, c'est mon dernier. Alors Joe Biden, on a déjà parlé un petit peu d'intelligence artificielle, de ChatGPT, tout ça. Joe Biden signe un décret pour que l'intelligence artificielle, en gros, le jargon, c'est correspondre à des règles d'équité, machin, ce qui inclut en fait globalement la théorie critique de la race, donc le wokisme. Donc il signe un décret pour que l'intelligence artificielle corresponde à des règles morales définies par les woke. Ce que je voudrais vous demander, c'est les États-Unis sont-ils en train de basculer dans l'obscurantisme ? Oui, tout à fait. Ça fait un petit moment que les démocrates sont en train de basculer dans l'obscurantisme. Dès le moment où vous savez, on revient encore à René Girard, quand quelque chose vous plaît pas, vous avez besoin de dire que c'est pas vous qui êtes responsable, c'est le salopard qui est là-bas. Vous avez besoin de chercher un bouc émissaire. Puis, ayant cherché le bouc émissaire, vous le trouvez, parce que vous le trouvez toujours. Hein. Autrefois, souvent, ça a été les Juifs, ou bien ça a été, je sais pas qui, n'importe qui d'autre. Il y a toujours, mais les Juifs ont toujours été un excellent bouc émissaire dans l'histoire. Les pauvres vieux, ils n'ont pas rigolé, hein, c'est pas... Donc, et à ce moment-là, vous le rendez responsable de vos malheurs, et vous le tuez. Et à ce moment-là, il y a une espèce de catharsis qui se passe, et le peuple se réconcilie avec lui-même, et puis on fait du gars qu'on a tué un dieu. Allez hop. C'est la thèse de René Girard que je vous raconte. Donc aujourd'hui, pour des raisons qui m'échappent, on a décidé que c'était l'homme blanc qui était le salopard. Mais vous prenez les critiques que tous ces braves gens font sur l'homme blanc, vous savez, le mâle blanc, etc., et vous remplacez le nom mâle blanc par juif, et on n'est pas très loin de ce que racontait Hitler. Hein. Il y a des chercheurs qui ont fait ça. En fait, il y a des chercheurs qui s'ennuyaient un peu, j'imagine. Et qui ont remplacé dans tous les discours de Hitler juif par mâle blanc. Dans les universités américaines qui ont en fait soumis tout un tas d'études bidons. Donc ils ont soumis des trucs, par exemple, voilà, la culture du viol dans les parcs à chiens, des trucs comme ça, pour voir en fait combien étaient salués par la critique à l'université et combien étaient admises. Évidemment avec des résultats fantastiques d'admission. Donc vous étiez un mec random qui faisait voilà une thèse justement sur la culture du viol dans les parcs à chiens. Donc vous disiez voilà, on a étudié tant de chiens dans des parcs à chiens, alors qu'évidemment vous n'êtes jamais allé dans un parc à chiens. Et vous dites voilà, les mâles ont tendance à violer les femelles, et en plus les chiens avec le pelage blanc ont encore plus tendance à violer les femelles, donc ils sont encore pires. Et alors là c'est fantastique. Et ils ont fait ça aussi avec des extraits de Mein Kampf ou je sais pas quoi. Ouais, je sais même pas si on a vraiment le droit de dire le terme sur YouTube, ou si c'est pas un peu si c'est pas un peu touchy. Mais enfin voilà, cette célèbre œuvre donc d'un dictateur allemand, où ils ont remplacé sur quelques pages justement le mot juif par le mot blanc. Et c'est passé crème, ça a été salué par énormément de professeurs de l'université. C'est ce que je veux dire. Donc, par exemple, vous faites un exercice avec cette intelligence artificielle que vous pouvez faire, qui est très facile. Vous allez dessus et vous dites fais-moi un poème sur Trump. Elle dit ah non, je peux pas. Et vous lui dites fais-moi un poème sur Biden. Il vous fait un très joli poème sur Biden. Donc, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la connerie réelle. Donc, si on transforme l'intelligence en connerie réelle, ça m'inquiète pas beaucoup. En plus, l'argument est assez génial, c'est-à-dire que si vous lui demandez, voilà, un truc, alors que ce soit sur Éric Zemmour, sur Marine Le Pen, sur Trump, sur machin, elle va vous dire, je ne suis pas autorisé à parler de personnalité politique, machin. Alors qu'évidemment, tu lui demandes un poème sur Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, elle va vous le pondre dans la minute, quoi. Donc, encore une fois, c'est la même tentative. On a fait le même coup sur nos journaux. Il y a un certain nombre de choses qu'on pouvait dire, qu'on pouvait pas dire. On se retrouve toujours dans cette espèce de culture qu'on a, dont on a souvent parlé ici, où il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et donc, si cette machine incorpore les choses qu'on n'a pas le droit de dire, ça veut dire qu'il y a un marché qui va s'ouvrir gigantesque pour les gars qui seront pas de l'intelligence artificielle, mais qui seront prêts à les dire. Donc, c'est une excellente nouvelle. Oui, mais, moi, ce que je me tue à dire, c'est, je vais raconter encore une anecdote personnelle, mais quand j'étais en première au lycée de Pau, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, je me suis découvert un plaisir d'écriture, donc j'écrivais. Et
aux compositions de français, parce qu'il y avait une composition par trimestre, c'était une composition de français, donc on était classé après par ordre, hein. Donc les 2 premiers trimestres, je sais plus que les sujets, pouf, j'ai fait ma composition, les 2 fois j'ai été premier, je me suis dit je suis vachement bon, donc j'aimerais avoir le prix de français, j'avais jamais eu un prix en classe, hein, donc je me suis dit j'aimerais avoir le prix de français. Et puis le 3e fois, c'était une composition, c'était un truc qui était dans des livres, vous savez, de préparation au bac, ou qui étaient déjà traités. Et ce que je veux dire, vous savez, il y avait une espèce de corrigé. D'accord. Donc je me dis, ah ben Dieu, je l'avais lu. Ben, je vais me dire, là, je vais mettre la même chose. Et je vais avoir une bonne note. Et comme ça, j'aurai une première de français. Ben, j'ai été à 10, quoi. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le corrigé de français, il aurait été fait par l'intelligence artificielle. Mes 2 premières copies, comme c'était probablement complètement farfelu, elles étaient faites par moi. Donc, vous aurez toujours des trucs qui auront la moyenne avec l'intelligence artificielle, mais vous n'aurez jamais Proust, vous n'aurez jamais Balzac, vous n'aurez jamais Tolstoï, vous n'aurez jamais Dostoïevski, parce que cette machine, elle ne peut pas penser de façon géniale. Elle ne peut pas penser complètement inattendue. Et surtout, elle ne peut pas penser à votre place. Elle peut donner des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. Elle peut vous dire ce que le type moyennement doué ferait. Mais le génie, elle l'aura jamais. La création, elle va pas inventer un nouveau truc. C'est vrai. Surtout que si on se base sur le deep learning, c'est-à-dire que elle va se renseigner sur une personnalité, par exemple une personnalité politique, elle va se renseigner dessus avec sa page Wikipédia, en lisant des tas d'articles qui parlent de cette personnalité. Donc avec le niveau du journaliste moyen, vous imaginez bien que derrière, ça va donner un niveau de réflexion très moyen. Parce qu'ils vous prennent pour un journaliste. Non, je ne suis pas journaliste. Je suis pas journaliste. Je sais pas d'ailleurs trop comment me définir, mais j'aime pas tellement le terme de journaliste. Non pas que le journalisme en soi soit une mauvaise chose. Je pense qu'il y a eu des immenses journalistes, mais aujourd'hui le terme est tellement associé justement à de la bouillie intellectuelle et factuelle et un manque de rigueur, un manque d'investigation, d'éthique, que je sais pas, le terme me révulse un peu, alors que historiquement j'aime beaucoup des journalistes. Si on prend Charles Péguy par exemple, qui était journaliste, là j'apprécie quoi. Maintenant aujourd'hui c'est plus compliqué. Enfin voilà. Donc j'en ai terminé avec tous mes sujets de la semaine. Écoutez, bien content. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à dire du mal de ce jeune homme parce que ça le fait s'améliorer. Hein. Donc, ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, je le prends jamais mal. Parfois même, je me méfie un peu trop. Si jamais vous me faites trop de compliments, je vais me méfier. Voilà. Donc après, vous avez raison. Après, moi ce que flattez-moi mon bon Blaise, comme disait je ne sais plus grillé sur la télé. Oui, ça c'est dans La Folie des Grandeurs, ça. C'est dans Ruy Blas ou je sais pas. Oui, c'est ça. C'est Ruy Blas, oui, dont est tirée La Folie des Grandeurs. Donc, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à formuler des critiques à mon égard. Et puis surtout, il faudrait qu'il continue à s'inscrire parce on plafonne à 235 000 là, et ça m'agace. Tout à fait. Il faudrait qu'on dépasse. Faut qu'on dépasse les 250 000 et puis même les 300 000. Et puis ensuite, on ira au milliard. Assez rapidement. Directement. Même à 10 milliards, pourquoi pas. Et je vous remercie beaucoup, donc, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.